Lorsqu'il a étranglé la fille, elle se trouvait juchée sur sa table, jupe retroussée, cuisses écartées. A-t-on idée de grimper sur sa table quand on est élève à l'institution de la Mère Dieu? Ici, c'est genoux serrés et bouche cousue. Ça devrait l'être. C'était comme ça avant. Avant, c'est-à-dire avant l'arrivée de M. Roust, le nouveau directeur. Lui, c'est Fellow. Il n'a fait ni une ni deux, il a mis carrément les pouces. Quand on empoigne une gorge de pucelle et qu'on est ivre de colère, on serre. Un point c'est tout, on ne se pose pas de questions. Les questions, c'est pour après. La petite avait le cou violacé avec de profondes marques de strangulation, les yeux révulsés, un vrai travail de cochon, ont avancé certains qui s'y connaissent. Alors que c'est faux. Un travail d'artiste, au contraire. Fellow doit avoir de gros pouces et porte une chevalière. Voilà pour les marques qui pourraient l'accabler. Après tout, un pianiste maltraite bien ses touches. Il étreint son clavier dans ses grands bras tentaculaires et pourtant on l'applaudit, on se précipite pour le congratuler, ce qui l'encourage à frapper plus fort, à agiter son torse avec encore plus de frénésie en s'arrachant au passage quelques touffes de cheveux. Les cheveux de la petite, Fellow n'y a pas touché. Elle les avait longs et bruns, d'un brun chaud, tellurique. Ça, j'ai dû le lire quelque part. Je la connais un peu. Belle, oui, un beau brin de fille, mais la bouche de travers, c'est tout dire. Son père est ingénieur ou architecte, je confonds toujours. D'ailleurs, cette information n'a que peu d'importance. Elle n'influence en rien la portée du drame, ne justifie ni plus ni moins le geste de Fellow que s'il avait été flic, juge ou avocat, le père. Sauf que c'est manifestement un gros plein de morgue, et que c'est pour ça que la petite a hérité de cette bouche de travers. Oui, le père a pour vocation de redresser les édifices qui penchent ou de les garder droits, et voilà qu'il s'arrange pour transmettre à sa fille une bouche de travers. La mère n'y est pour rien. J'ai eu l'occasion de le vérifier. La mère est médecin, pas orthodontiste ou ortho je ne sais quoi. Médecin tout de même, elle aurait pu faire quelque chose. Certes, il est difficile de corriger une anomalie qu'on doit à la transmission non d'une particularité physique, telle la couleur des yeux, la taille ou la forme du nez, mais morale, laquelle cesse d'être strictement morale chez l'enfant pour prendre l'allure d'une bouche de travers, d'un nez crochu. Qu'importe ce qui sort de cette bouche, qu'importe ce qui coule de ce nez, on aura compris qu'il révèle des défauts plus intimes, plus grossiers. Chez la petite, une sacrée façon de ne pas se moucher du pied. Fellow aura fait sa révolution sur un coup de gorgone. C'est ainsi que s'ouvre l'ouvrage de Raymond Penblanc, L'Ange gardien, qui paraît demain aux éditions Lunatiques. J'avais déjà eu l'occasion de présenter de Raymond Penblanc l'ouvrage qui était paru aux éditions Christophe Luquin, Phénix, ainsi que, si je ne me trompe pas, Prête-moi ta plume. Alors c'est un livre assez déroutant qui nous propose de découvrir cette fameuse institution de la Mère Dieu. Le narrateur qui va nous entraîner tout au long de cette histoire est un personnage un peu mystérieux, un peu secret. Il est dans cette institution chargé des travaux généraux. C'est un peu l'homme à tout faire, le factotum de l'institution. Et il a un œil de lynx. Il regarde beaucoup et avec intérêt tout ce qui se passe autour de lui. Il va nous faire découvrir comment fonctionne en vase clos cette petite institution dont Monsieur Roust, nous l'avons entendu, est le nouveau directeur qui a visiblement changé un peu les habitudes. Ce n'était pas comme ça avant son arrivée. Désormais, il y a des crimes comme celui qui vient d'être commis par Fellow, le professeur de littérature, qui a étranglé la jeune Océane. On l'a entendu, elle était sur sa table. Circonstance aggravante peut-être, en tout cas, elle avait une bouche de travers, une déformation morale transmise par un père tout aussi véreux. Alors c'est l'occasion de plonger dans cette institution à travers une galerie de portraits de personnages dont les noms sont déjà en soi programmatiques. On y découvrira donc en plus de Monsieur Roust et de Fellow un personnage qui s'appelle Parinis, un autre qui s'appelle Hérode qui est professeur de sport, un Baria qui est intendant, une professeure de chant qui s'appelle Julie Moll, un père Blache qui est visiblement chargé de l'enseignement religieux et qui aura la mauvaise idée de mourir dans sa chapelle pour être remplacé par le père Soyeuse. On y découvrira également une professeure de dessin, Ruth Delaware, et surtout ce narrateur, ce factotum qui est accompagné d'un second personnage massif, lui aussi, John Bull, qui a la particularité de chuinter, il lui manque des incisives et du coup, lorsqu'il prend la parole, tout est contaminé par un chuintement qui vient transformer sa prononciation et qui va lui aussi mourir tragiquement. Il y aura donc
3 décès au cours de cette narration L'Ange Gardien. On ouvre sur le meurtre de la petite Océane. On apprendra la mort tragique du père Blache dans sa chapelle, encore que on puisse la qualifier de mort heureuse puisqu'il est mort au sein même de l'endroit où il officiait. Et puis la disparition brutale, violente, inexpliquée de John Bull dans un incendie. Tous ces personnages gravitent donc autour du narrateur qui a une obsession, ce sont les pies qu'il cherche absolument à faire disparaître du domaine de l'institution de la Mère Dieu. Et pour cela, il va trouver l'aide dans la personne d'un jeune garçon qui s'appelle Martial, âgé de 14 ans, et qu'il va envoyer en haut des arbres afin d'y dénicher les pies et de l'aider à les faire disparaître. Ce Martial est une figure qui va réapparaître régulièrement tout au long du texte, un personnage qui est à la fois sportif et artistique. Il va officier dans les gardiens de l'équipe de football. C'est un gardien hors pair qui va entrer en concurrence avec un autre gardien de foot qui s'appelle Gunnar et qui était jusqu'à présent le préféré du professeur de sport. Et en même temps, ce Martial a une voix extraordinaire qui lui permet de chanter des cantates de Bach. Et c'est ces deux aspects du personnage qui semblent fasciner le narrateur. Il est très attentif à ce Martial, il le suit plus ou moins près. C'est un jeune garçon qui l'intrigue et dont il est soucieux de voir son évolution et surtout de l'accompagner, même si il y aura là aussi une trahison qui va surgir dans le texte lorsque Martial décidera de quitter l'institution. Il faut dire que l'institution de la Mère Dieu va mal. En plus de ce crime, il semble qu'il y ait vraiment une volonté de la part des parents qui ont placé leurs enfants dans cette institution de les retirer. On ne peut plus les y laisser en toute confiance. Cela est devenu trop dangereux et le factotum, le narrateur, tente d'opérer pour redonner son lustre et son éclat à cette institution et cela passe par un bon coup de peinture. Alors, le texte joue constamment avec ses dimensions artistiques. On l'a entendu dans les toutes premières lignes que j'ai lues. Il est question finalement de toujours s'intéresser à l'art, de voir comment celui-ci irrigue le quotidien et s'immisce dans la réalité. De ce Martial, joueur de foot, nous découvrirons donc la voix extraordinaire, une voix archangélique, pourrait-on dire, pour rester dans l'esprit du titre. On a entendu parler de cette musique du pianiste qui joue de son instrument et qui l'étreint avec passion dans ses grands bras tentaculaires. Et puis il y a aussi chez le narrateur ce goût de la peinture, un goût qui s'est développé à l'école des Beaux-Arts et dont il cherche à faire profiter l'institution. Notamment, il a en projet de pouvoir lui aussi peindre sa chapelle Sixtine et faire apparaître les figures tutélaires évidemment de la religion catholique. Cela ne lui sera pas tout à fait accordé, en tout cas pas comme il l'entendait, mais il va quand même en faire profiter un certain nombre de gens en peignant sur des murs extérieurs les figures qui lui paraissent essentielles. Alors il y a tout un entremêlement entre ces différentes dimensions presque profanes et sacrées et ce personnage qui à la fois cherche à tuer les et en même temps semble accompagner le développement artistique de ce jeune garçon dont il recevra d'ailleurs une très belle lettre de remerciement lui manifestant sa reconnaissance et lui annonçant en quelque sorte tout ce qu'il lui doit et tout ce qu'il espère pour son avenir, à savoir continuer à peindre et pouvoir s'approcher de cette dimension artistique qui semble essentielle à son vécu. Alors, le texte est travaillé en profondeur aussi par un humour qui est distillé de manière très très savante et joue déjà, je l'avais dit, avec l'onomastique. Enfin, les noms des professeurs sont déjà en soi, je trouve, tout un programme humoristique. On imagine ce que sont leurs personnalités rien qu'en entendant leur identité. Et il y a tout au long du texte, notamment dans les échanges entre John Bull, le chuintant, avec le personnage du narrateur qui
aime lui répondre sur le même ton, avec le même défaut de prononciation, avec ces décalages permanents. On n'est jamais tout à fait sûr finalement d'être vraiment dans un roman. Il semble constamment jouer avec nos attentes et nos désirs de lecteurs classiques et nous entraîner dans des directions non pas contradictoires mais toutes différentes, et on prend le temps et on met du temps à saisir exactement où Raymond Penblanc cherche à nous entraîner. Je ne suis d'ailleurs même pas sûr à la fin du texte de le savoir, mais c'est ça aussi qui participe de ce plaisir de lecture et de cette étrangeté que constitue l'institution de la Mère Dieu, où il se passe, comme le dit l'argumentaire, de drôles de choses. Et c'est toute cette drôlerie qui est à la fois effectivement humoristique et en même temps étrange. On joue sur l'ambiguïté du terme drôle, qui fait tout le sel de cette narration. C'est un récit assez court, assez bref, mais qui fascine et qui intrigue constamment, et qui amène le lecteur à toujours se demander vers quoi très exactement l'auteur cherche à nous emmener. Alors j'ai pris énormément de plaisir à cette découverte. J'ai eu l'impression pendant la lecture d'être moi aussi un pensionnaire de cette institution et d'y découvrir tous ces personnages étranges, de suivre le ballet des feuilles mortes, par exemple, que vous découvrirez à la lecture, qui est un élément assez essentiel de cette narration et qui pose de nombreux soucis d'organisation, on l'aura compris. Et ce ballet, finalement, ce ballet de feuilles mortes, est à l'image de l'ensemble du texte, derrière lesquels on a toujours l'impression que se cache une œuvre, comme si la dimension réelle de ce gardien des lieux que constitue ce factotum, en quelque sorte, qui cherche à les préserver. Derrière cette réalité se cachait une dimension plus profonde, plus symbolique, une dimension angélique, ce qui finit par nous donner L'Ange gardien de Raymond Penblanc, aux éditions Lunatiques.